Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à ce webinaire où aujourd'hui on va parler d'énergie et plus précisément donc de la mitochondrie au cœur de l'énergie de vos patients. Comment renforcer la mitochondrie via l'alimentation et la supplémentation. Donc je suis Solène Lee, donc moi je suis l'experte en nutrition chez Compliment. Et donc aujourd'hui on est accompagné de Sarah Bredon qui est consultante en nutrition fonctionnelle adaptive et aussi cofondatrice et responsable pédagogique donc, de Reca Formation. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté donc, ce webinaire. Et surtout, merci à vous tous. Donc, je vois qu'on a vraiment de nombreux participants déjà et que tout le monde commence à arriver petit à petit. Sans plus attendre, je vais vous présenter un petit peu l'agenda de la journée. Hop. Alors, aujourd'hui, on va commencer par une présentation sur la fatigue, une définition, les différents types de fatigue et comment, du coup, pouvoir évaluer la fatigue chez vos patients. Dans un second temps, on verra un peu le fonctionnement de la mitochondrie, bien sûr, donc avec tout le métabolisme énergétique, l'importance de tous ces cofacteurs, le lien avec la santé, avec l'écosystème digestif et le microbiote, et donc les causes de certains dysfonctionnements qu'on peut avoir au niveau de la mitochondrie et les impacts. Au niveau de la prise en charge, on verra un petit peu comment améliorer l'alimentation du patient, avec la supplémentation, comment renforcer ici le fonctionnement de la mitochondrie. Et puis enfin, au niveau des prises en charge, des protocoles adaptés pour vos patients. On garde bien sûr 15 minutes. Tac. Bon, et ben je pense que voilà, on va garder 15 minutes après sur la fin pour les questions-réponses. Je pense que c'était la suite. Désolée. Ça, voilà. Voilà, on garde 15 minutes en effet à la fin pour la présentation, pour répondre à toutes vos questions que vous pourriez avoir. Ça, il n'y a pas de souci. Encore un écho. On a toujours un écho, j'ai l'impression. Très bien. Sarah, est-ce que vous pourriez couper votre micro pour voir? Allez, hop. Alors, ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux comme ça. Donc, au niveau du fonctionnement de Livestorm, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous pouvez bien sûr discuter via le chat. Donc, on a Laure qui est là pour modérer un petit peu, pour répondre à vos questions. Donc, elle vient d'apparaître il y a quelques instants. Si vous avez des questions tout au long des webinaires, vous pouvez bien sûr les poser et on y répond en 15 minutes à la fin. Et puis, on va pouvoir commencer. Je vais laisser la parole à Sarah et moi aller régler le problème de micro. Sarah, je vous laisse la parole. Allez, c'est parti. J'espère que vous m'entendez. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y avait un souci. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur la mitochondrie, où on va pouvoir justement aborder des axes en lien avec l'alimentation et puis la supplémentation, puis la compréhension de la place de la mitochondrie dans cette notion de fatigue. Donc on est parti, et puis n'hésitez pas à préparer vos questions pour la fin du webinaire. Alors, pour démarrer, c'est toujours important de poser bien le contexte. Donc aujourd'hui, on était sur la notion de mitochondrie et d'énergie. Et puis, bien sûr, en ligne de mire sur le côté atteinte fonctionnelle, on évoque la notion de fatigue. Donc, c'est vraiment important de définir un petit peu cette fatigue et puis après d'aller faire le lien avec la mitochondrie, mais aussi pour vous donner les outils dans vos accompagnements pour bien définir cette notion. Puisque la fatigue, finalement, va être relié avec beaucoup d'éléments différents. Alors, j'ai choisi de sortir deux définitions, on va dire, un petit peu officielles de la fatigue. La première, c'est la notion que la fatigue résulte de contraintes physiologiques ou psychologiques et on a une diminution des performances physiques ou cognitives. La deuxième définition est assez intéressante aussi. Elle est tirée
des recommandations de bonnes pratiques qui sont à destination des médecins généralistes. Et c'est la notion cette fois-ci qu'une fatigue est une plainte subjective résultant d'un déséquilibre entre ce qui doit être accompli et ce qui peut l'être. Là, ce qui est intéressant dans cette définition-là, c'est qu'au final, voilà, la fatigue, il ne faut pas la justifier au regard forcément d'une quantité d'activité qui a été faite, que ce soit voilà, physiologique ou psychologique, mais cette notion de j'ai un capital pour faire face à une situation et voilà comment je suis après cette situation. Et en fait, c'est vraiment au final un équilibre à avoir entre cette notion de santé physique, de santé psychique et du stress qui va être induit finalement par l'environnement. Sous le nom de stress, on entend à la fois le fait justement d'avoir des activités physiques, mais aussi bien sûr la notion d'activité ou en tout cas voilà, de tout ce qui va se passer au niveau nerveux, cognitif, etc. Donc vraiment garder en tête que la fatigue, voilà, le fait de ressentir une fatigue, ce n'est pas forcément la quantité d'activité que vous allez avoir à faire, mais un déséquilibre entre vos capacités et ce que vous devez accomplir. Donc finalement, cette notion de fatigue, elle est très patient dépendante. Et il va falloir arriver un petit peu à mesurer ça et on est vraiment voilà, aussi dans une notion un petit peu subjective apportée par la personne. Au niveau aussi de la caractérisation, on retient que voilà, une fatigue dite inférieure à 6 mois, on la qualifie d'aiguë. Dès qu'on va dépasser les 6 mois, on va être sur la notion de fatigue chronique. Alors, quelques chiffres, c'est quand même 20% des consultations en médecine générale où l'item finalement fatigue ressort. C'est quand même une personne sur 5 qui consulte aujourd'hui simplement pour un motif de fatigue. C'est quand même une demande qui est assez énorme. Dans les données aussi que l'on a, ça touche plus les femmes. Et il y a une association entre la fatigue, bien sûr, et les problèmes psychologiques. Et j'ai trouvé intéressant aussi de relever, notamment voilà, dans une thèse qui est sortie en 2020, qu'il y a aussi une différence finalement de perception entre le patient qui arrive avec sa plainte et la façon dont ça va être géré par le médecin. Voilà, le patient va avoir une perception physique de sa fatigue et elle va être plutôt perçue comme psychologique par le médecin. Et là aussi, ça va amener forcément à des différences dans la prise en charge ou dans le fait de se sentir aussi écouté. Donc en tout cas, voilà, c'est intéressant d'avoir ces données-là de cette notion physique chez le patient, psychologique chez le médecin. On peut aussi voilà, voir que les personnes qui souffrent de fatigue consultent plus souvent leur médecin, consomment plus de médicaments. On peut retrouver aussi les incapacités de travail. Donc la fatigue a vraiment un impact fort sur le côté social, sur le côté économique aussi. Et c'est vraiment un impact considérable. Après, bien sûr, voilà, qui dit fatigue, le patient donc arrive avec cette demande de fatigue. C'est toujours intéressant de connaître les causes. Et là aussi, finalement, on se rend compte qu'il y a une multitude de causes. La fatigue n'est pas spécifique. Et au final, on arrive à trouver une cause en consultation de médecine générale que dans environ la moitié des cas. Alors, voici quelques données. Ça peut être voilà, entre, j'arrondis, 40 et 70% classés comme cause indéterminée. Donc, autrement dit, la majorité des demandes de fatigue, au final, on ressort avec cause indéterminée. On peut retrouver des causes physiques dans 17 à 30% des cas, psycho-affectives dans 7 à 17%, dont justement 10% de dépression nerveuse. On peut trouver 3% de causes physiologiques. Et puis, le fameux syndrome de fatigue chronique, voilà, j'évoquerai un tout petit peu plus loin, de l'ordre de 1%. Donc après, se sentir fatigué, c'est normal. Tout le monde le ressent. C'est quelque chose voilà, qui va être consécutif à l'effort physique, à une activité intellectuelle intense. Mais normalement, voilà, vous êtes fatigué. Ça doit disparaître à partir du moment où vous vous reposez et vous mettez en place des actions pour remonter après cette fatigue. Voilà. Alors après, on va employer le terme d'asthénie quand on va être sur une fatigue qui est dite anormale et qui va finalement être toujours là, même après le repos. Et voilà, si on se repose et que la fatigue est toujours là, ça c'est vraiment quelque chose à retenir quand on évalue finalement les patients. C'est pas normal. Voilà, le repos doit amener à revenir à un état de non-fatigue. Alors après, il y a un stade
où la fatigue devient pathologique. Et là, dans tous les cas, c'est vraiment important de passer par une consultation médicale. Je vais y revenir juste après. Alors, la fatigue ou les fatigues, puisque finalement, il y a une multitude d'éléments qui peuvent être associés à une fatigue. On va classer d'abord les fatigues réactionnelles. À partir du moment où vous avez une perturbation de votre mode de vie, c'est-à-dire vous fonctionnez d'une certaine façon et puis vous devez faire face à une réadaptation de votre emploi du temps, voilà, des choses qui n'étaient pas prévues et qui viennent s'ajouter déjà à votre rythme de vie. L'insuffisance de repos, bien sûr. Si vous avez des troubles du sommeil qui sont par exemple induits par une apnée du sommeil, syndrome des jambes sans repos, etc., ça aura comme impact une fatigue réactionnelle. Les travails de nuit, voilà, en horaire posté, ça c'est vraiment voilà, une partie qui est vraiment très très problématique. Les travails de nuit sont vraiment associés à plus de fatigue et donc les horaires décalés, puisque le souci en tant que tel, c'est pas tellement de travailler la nuit, c'est de voilà, travailler de nuit puis se remettre de jour et puis voilà pendant quelques jours et puis on se remet de nuit. Voilà, c'est vraiment le fait de changer comme ça d'horaire qui va être problématique. Hein. Le surmenage, un exercice physique inhabituel. Si vous tombez malade, même de manière aiguë, ça va être associé à de la fatigue. Alors, il y a un exemple d'actualité qui s'appelle, voilà, qu'on caractérise même, hein, le Covid long, par exemple, où là, on peut avoir des fatigues même qui vont s'étendre dans le temps. Mais là, vous avez typiquement un exemple où une infection va amener une fatigue inhabituelle. Un acte opératoire. Certains médicaments sont aussi associés à la fatigue en termes d'effets indésirables. Bien sûr aussi la malnutrition, à partir du moment où vous mangez mal ou une situation de carence, etc., se met en place, ça aura aussi un impact. Après, vous avez les fatigues associées aux maladies chroniques. On retiendra dépression, troubles anxieux, troubles bipolaires, anémie, maladies infectieuses, hypothyroïdie, diabète de type 2, les maladies auto-immunes, neurologiques, musculaires, cancer. Voilà, ce genre de pathologie est associé fortement à la fatigue chronique également. Et petit point aussi sur le syndrome de fatigue chronique. Alors récemment, ça a été catégorisé comme avec un nouveau terme, notamment la notion de syndrome d'intolérance systémique à l'effort. On parle d'1% des plaintes en médecine générale, en tout cas dans les plaintes fatigue de médecine générale. Donc syndrome d'intolérance systémique à l'effort. Au-delà d'une fatigue chronique, il y a vraiment un symptôme particulier qui permet de différencier cette pathologie-là. C'est la notion de malaise après l'effort. D'accord? Donc, vous faites une activité physique et on parle voilà, soit de crash ou voilà, en tout cas un malaise, une sensation vraiment de fatigue majorée, alors qui peut être juste après l'effort ou 24-48 heures après. Mais certains patients parlent vraiment de crash post-effort, à voilà, être vraiment dans une situation où ils vont rester allongés et c'est à peu près tout ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Alors, on peut penser, voilà, quand je dis effort, on pourrait penser sport, mais en fait c'est large, hein, ça peut être une activité du quotidien. Enfin, voilà. En tout cas, on a une demande supérieure en énergie et c'est associé à un malaise post-effort. C'est vraiment le symptôme qui différencie des autres types de fatigue chronique. Et d'ailleurs, voilà, au niveau des causes, là encore une fois, on n'a pas de consensus sur les causes. Hein, on évoque plusieurs éléments, infection chronique, dysfonction immuno, troubles nerveux. Ceci dit, il y a encore un lien voilà, qui semble en fait ressortir, c'est le dysfonctionnement de la mitochondrie. Mais à une atteinte encore plus majorée, plus marquée. Hein. Et d'ailleurs, hein, même voilà, le côté infection chronique, troubles nerveux, etc., à chaque fois, on peut recentrer l'importance de la mitochondrie dans ces axes-là, en fait. Hein. Alors, je vous ai mis un petit questionnaire pour essayer de mesurer la fatigue avec vos patients. Sur ce test-là, vous avez, donc c'est l'échelle de fatigue de Pichot, donc c'est une référence un petit peu. Il existe plusieurs questionnaires officiels que l'on peut retrouver. Celui-ci permet de catégoriser une fatigue excessive, voilà, quand on va avoir plus de 22 points donc sur l'ensemble de ces symptômes, le fait de manquer d'énergie, voilà, tout demande un effort, etc. Et on va noter voilà, de 0 à 4 la sensation finalement qui est associée en termes de fatigue. Voilà, en tout cas, un outil qui peut vous aider. Très rapidement aussi, n'oubliez pas que toute fatigue nécessite une consultation médicale. Un médecin doit absolument investiguer et exclure une maladie grave ou chronique.
Voilà, c'est vraiment important de passer par cette étape. Et après, bien sûr que la nutrition, la supplémentation, l'hygiène de vie est un incontournable pilier dans la prise en charge, mais il ne faut pas oublier et pas passer à côté d'une pathologie plus grave. Voilà, donc dans ce cas-là, voilà, on peut avoir une prescription, par exemple, de bilan biologique, une analyse des symptômes cliniques, voilà, qui même vous, selon la pratique que vous avez dans votre activité professionnelle, pourra aussi vous orienter dans votre accompagnement en nutrition et supplémentation. Alors justement, petit zoom sur cette précieuse mitochondrie. Donc la mitochondrie, en fait, va se retrouver dans chacune des cellules de votre corps. Donc sur ce premier schéma, hein, on retrouve voilà, une cellule complète. La mitochondrie est représentée ici. Voilà, donc c'est ce petit organite en jaune et qui va être responsable de la production de l'ATP. Voilà, l'ATP étant l'unité d'énergie chimique de l'organisme. C'est voilà, chimiquement, l'ATP, c'est l'énergie utilisée par nos cellules pour eh bien, que notre organisme remplisse ses fonctions. Les mitochondries, on en a beaucoup dans les cellules très actives, le foie, le cœur, les muscles, il y en a aussi dans les spermatozoïdes, mais c'est vraiment voilà, un organisme qu'il y a vraiment partout et certaines cellules en retiennent encore plus, en synthétisent encore plus. La mitochondrie, ce qu'on peut aussi noter comme détail important, c'est elle est constituée de deux membranes qui sont elles-mêmes constituées d'une bicouche de lipides. Donc vous avez la première en interne ici, qui va être important puisque c'est ici qu'on retrouve la chaîne respiratoire, et puis vous avez une autre membrane externe. Pourquoi insister sur cette membrane? C'est une membrane qui, comme l'équilibre en fait au niveau de la membrane cellulaire, voilà, de la cellule entière, on parle beaucoup de l'importance des acides gras membranaires pour les échanges cellulaires, etc. En fait, cette même dynamique, on la retrouve au niveau de la mitochondrie. Voilà, l'équilibre en fait en acides gras d'une mitochondrie, eh bien, on va retrouver cette même notion à ce niveau-là. Et autre chose aussi importante, c'est la raison pour laquelle la mitochondrie est extrêmement sensible au stress oxydatif. Voilà. Étant donné sa richesse en acides gras, ben, ça en fait aussi une structure qui est très sensible à l'oxydation. Et donc pour ça, voilà, ça la rend particulièrement vulnérable en cas de stress oxydatif. Alors, si on fait encore un petit peu, voilà, on zoome encore plus profondément dans notre mitochondrie, voilà, on considère qu'on en a 3 quadrillons par individu, c'est quand même assez énorme pour noter l'importance. Mais quand on va encore plus loin dans cette mitochondrie, on a bien sûr différents métabolismes énergétiques qui se complètent. Et l'idée, bah, c'est d'aller finalement positionner les micronutriments associés au fonctionnement de la mitochondrie, puisque si un micronutriment va manquer, ça va avoir aussi des répercussions sur la capacité fonctionnelle de la mitochondrie. Alors, je continue. Donc, sur ce schéma important, on va faire un rappel sur le métabolisme énergétique. Alors, vous êtes ici positionné dans le cadre complet au niveau du cytoplasme d'une cellule, où vous avez effectivement une première étape de métabolisme énergétique. Donc, quand on voit ici le glucose, qui est le principal substrat de la mitochondrie, il va devoir être transformé en pyruvate. Et c'est ce pyruvate qui va passer en fait à l'intérieur de la mitochondrie. Alors, ça va passer par différentes étapes, dont la décarboxylation oxydative dans cette étape-là, qui permet d'arriver à la formation d'acétyl-CoA. On retrouve le fameux cycle de Krebs qui permet de continuer les réactions, ou cycle de l'acide citrique. Et puis enfin, on a la chaîne de transport des électrons. Alors, ce qui va être intéressant de noter ici, alors, au niveau de la glycolyse, déjà, on a une réaction qui est zinc dépendant, magnésium dépendant, mais aussi vitamine B3 dépendant. Donc déjà, une première étape importante avec 3 cofacteurs incontournables. Ensuite, vous avez le passage dans la mitochondrie. Et ici, on va retrouver la nécessité d'avoir à la fois la B1, la B2, la B3, la B5, mais aussi l'acide alpha-lipoïque. Alors, c'est des micronutriments tellement importants que l'on a montré, par exemple, que dans un contexte où vous manquez de B1, eh bien, finalement, le pyruvate ne va plus passer de manière suffisante
dans la mitochondrie. Il sera d'ailleurs renvoyé vers la voie des lactates. Mais pour vous dire qu'un manque de B1 voilà, va être directement associé carrément à un blocage du substrat dans la mitochondrie. Donc, vous imaginez les dégâts en termes de capacité à synthétiser de l'ATP. Dans le cycle de Krebs, on a une multitude de cofacteurs que je vous ai remis, magnésium, zinc, fer, toujours ces mêmes vitamines B, l'acide alpha-lipoïque et le précieux Q10. Et après, au niveau de la chaîne de transport des électrons, on va aller voir sur la diapo d'après un petit peu plus en détail. Mais l'idée de cette chaîne de transport des électrons, c'est d'aller récupérer des ions hydrogènes, des ions H+, qui sont en fait émis tout au long des réactions. Vous voyez au niveau de la glycolyse, ici, vous avez des H+. Au niveau des étapes aussi de cycle de Krebs, vous avez des H+. Et en fait, la chaîne de transport des électrons va venir pomper tous ces H+, et les utiliser pour pouvoir également synthétiser de l'ATP. Et quand vous regardez en proportion d'ATP fabriqué, la chaîne de transport des électrons va être vraiment majeure dans cette capacité de génération de l'ATP. Donc on voit aussi le rôle incontournable de la mitochondrie dans la production d'ATP. Il n'est pas possible de s'en passer. Voilà. La capacité de production de l'ATP dans le cytoplasme ne permettrait en aucun cas de compenser une mitochondrie défaillante. Au niveau de la chaîne de transport des électrons, donc là on a fait un zoom sur la membrane de notre mitochondrie, on va avoir la présence de complexes protéiques, complexes 1, 2, 3, 4, qui vont être justement capables de capter ces fameux ions H+, pour pouvoir, à la fin, vous le voyez ici, être en mesure de synthétiser de l'ATP. Et là aussi, on a des cofacteurs incontournables. Alors, les deux premiers complexes sont fer dépendants, donc ils ne peuvent fonctionner qu'avec un taux de fer optimal. Le troisième complexe, lui, est cuivre dépendant. Donc, on a vraiment le fer et le cuivre qui sont incontournables. Et vous avez le Q10. Vous voyez, le Q10, son rôle, il est ici. Il va servir, encore une fois, de transporteur d'électrons. Notamment, il va récupérer les électrons des complexes 1 et 2. Il va les transporter jusqu'au complexe 3. Donc, si le Q10 ne fait pas son rôle, on va venir bloquer finalement ce transport ici entre le complexe 2 et 3. Et on a un effet sur notre capacité à générer de l'ATP. Voilà, donc précieux Q10 qui va être hyper important ici pour le transport des électrons et la production d'ATP. Hop. Alors, si j'ai un dysfonctionnement de ma mitochondrie, on va avoir des impacts très forts en termes de santé. Alors, notamment, étant donné l'importance et la quantité de mitochondries dans certains organes, eh bien, les muscles squelettiques vont être particulièrement impactés en cas de dysfonctionnement. Le cœur, les systèmes nerveux périphériques et central, les yeux, les reins ou encore les glandes endocrines comme la thyroïde et les surrénales. Aujourd'hui, on a suffisamment de preuves pour établir des liens forts au niveau des études entre une mitochondrie qui ne fonctionne pas et une maladie chronique. Donc, on va retrouver le syndrome d'intolérance systémique à l'effort qu'on a décrit tout à l'heure. Mais par exemple, des pathologies comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, les maladies auto-immunes, les troubles endocriniens ou l'infertilité, en fait, toutes ces atteintes ou maladies chroniques, en fait, sont associées vraiment avec un fort niveau de preuve à ce dysfonctionnement mitochondrial. Donc, on voit l'impact finalement, encore une fois, d'un facteur de risque qui vient se rajouter dans la pathogénèse d'une maladie ou d'une atteinte fonctionnelle. On se rend compte de l'importance centrale de cette mitochondrie. Et si vous faites quelques recherches aujourd'hui sur PubMed, par exemple, moteur de recherche d'études scientifiques, voilà, et que vous regardez tout ce qui sort sur la mitochondrie en ce moment en lien avec la santé, c'est assez passionnant de faire ces liens, encore une fois, aujourd'hui. Alors justement, quel est le lien avec l'écosystème digestif? Parce que peut-être qu'on en parle assez peu de ce lien direct, puisque oui, la mitochondrie va être essentielle à un ensemble de fonctions, mais aussi au niveau de l'écosystème digestif. Alors par exemple, au niveau de la muqueuse, donc si on se reporte sur la muqueuse, vraiment la notion des différentes cellules qui vont composer la couche muqueuse de notre intestin,
grêle ou côlon, hein, eh bien, le renouvellement de l'épithélium est mitochondrie dépendante. Alors, notamment au niveau des entérocytes, on est sur des cellules dites à renouvellement rapide qui sont très consommatrices en énergie. Voilà. La mitochondrie va être très très importante pour cette capacité de renouvellement de l'épithélium. Après, il va y avoir d'autres fonctions. Alors, ma liste est vraiment non exhaustive hein, quand on veut faire les liens. Mais par exemple, au niveau de l'estomac, quand vous regardez le fonctionnement d'une cellule pariétale qui doit synthétiser et sécréter l'acide chlorhydrique, eh bien, on se rend compte que cette cellule pariétale, pour que la pompe qui permet d'excréter le chlore pour faire l'acide chlorhydrique, eh bien, elle est aussi ATP dépendante. Donc, pour produire une bonne acidité dans l'estomac, c'est aussi mitochondrie dépendant. Au niveau des acides biliaires, alors par exemple, il y a une étape dans la synthèse des acides biliaires qui est mitochondrie dépendant, puisque ça fait appel à une enzyme mitochondriale, notamment l'étape qui permet de synthétiser les acides biliaires à partir du cholestérol. Et cette étape-là est mitochondrie dépendante. Donc si la mitochondrie ne fonctionne pas, on peut amener à un défaut de synthèse des acides biliaires, avec toutes les atteintes que ça pourra avoir sur la digestion, mais aussi la modulation du microbiote, la modulation immunitaire et plus largement métabolique. On a aussi besoin d'une bonne mitochondrie pour la fonctionnalité de l'aspect nerveux digestif, donc système nerveux entéral, dont ce précieux nerf vague, mais du coup derrière la médiation de la motilité, des sécrétions digestives ou encore de la sensibilité viscérale, donc médiée par le système nerveux entérique, va être aussi mitochondrie dépendant. Donc finalement, si on a un dysfonctionnement au niveau mitochondrie, on se rend compte et bien que dans l'écosystème digestif, ça peut vraiment mettre la pagaille, que ce soit à un niveau structurel des barrières, à un niveau sécrétoire sur tout ce qui va être acide biliaire, enzymes, capacité à synthétiser du mucus, mais même la notion par exemple de motilité. Voilà, donc on se rend compte de l'impact général que ça peut avoir sur notre système digestif et in fine sur le microbiote intestinal, puisque quand on plonge dans la physiologie et dans les facteurs de modulation du microbiote, eh bien si mon estomac ne fait pas son travail, si mes acides biliaires ne sont pas régulés, si ma motilité n'est pas bonne, tout ça amène au final à une perturbation des communautés bactériennes et potentiellement à un état de dysbiose intestinale ou même à, par exemple, des SIFO, voilà, un SIBO ou un SIFO avec la candidose. Alors, quelles peuvent être les causes de dysfonctionnement? Et là, encore une fois, c'est une multitude de facteurs. Il n'y a pas une cause en général, mais vous pouvez avoir une prédisposition génétique qui vous rend plus sensible dans votre capacité mitochondriale. Les facteurs environnementaux, donc certains fongicides, par exemple, utilisés en agriculture, certains médicaments, par exemple le paracétamol, vont impacter, par exemple, le complexe 1 dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Donc, une utilisation chronique et quotidienne aura des impacts, mais aussi des médicaments, par exemple, comme la metformine, l'excès d'alcool, certains métaux lourds. Si votre thyroïde ne fonctionne pas correctement, ça va en rajouter une couche parce que la T3 va être aussi un donneur d'ordre au niveau de la capacité mitochondriale. Le stress oxydatif va aussi enrayer un fonctionnement mitochondrial. Un manque d'activité physique et notamment aérobie, c'est-à-dire qui fait vraiment intervenir l'oxygénation, la malnutrition et bien sûr les carences en cofacteurs. Donc le pilier nutrition va être aussi incontournable. Alors justement, dans la partie pratique, comment on peut soutenir simplement la mitochondrie? Déjà, il faut manger et selon son besoin énergétique. Et là, on voit la notion de ni trop ni trop peu. Si je manque de substrat énergétique, on n'oublie pas que le premier carburant, c'est le glucose. Voilà, je peux optimiser tous mes micronutriments, c'est super. Mais si j'ai pas le substrat principal qui va être le glucose, ça va pas aller. Donc, on n'oublie pas qu'il faut manger assez. Et après, le deuxième axe, c'est aussi de ne pas manger trop. Parce qu'on se rend compte que finalement, quand on va trop manger, on va modifier certains acteurs cellulaires, par exemple comme l'AMPK, qui va finalement voir au ralenti le fonctionnement mitochondrial. Donc trop manger, bah, c'est pas la bonne chose non plus. Voilà, il faut trouver le juste milieu, bien sûr. Donc on couvre ces apports en glucides, protéines, lipides et micronutriments. On peut suivre le modèle du régime méditerranéen qui est aujourd'hui
quelque chose voilà, qui peut être appliqué à un maximum de patients et qui bénéficie au niveau de la littérature d'un nombre de preuves assez folle. Et on peut rester sur la notion de 3 à 4 repas par jour sur une fourchette horaire d'à peu près 12 heures maximum entre la première prise et la dernière prise alimentaire. Très, très important d'optimiser l'équilibre redox via l'alimentation. On ne fait pas de stock d'antioxydants. Donc, si vous voulez avoir une bonne capacité de défense contre le stress oxydatif, il faut tous les jours amener au corps de quoi se défendre et donc soutenir l'équilibre redox par l'alimentation. Bien sûr, ça passe par le végétal. Ce sont les fruits et les légumes qui vont être les plus pourvoyeurs. Et dans ces catégories d'aliments d'origine végétale, je vous ai extrait par portion ce qui a le plus d'antioxydants. Donc, vous avez la famille des fruits rouges. Quand c'est plus la saison, on peut penser aussi aux fruits rouges surgelés qui restent quand même assez accessibles et faciles à intégrer dans notre alimentation. On ne le dit pas assez, mais les légumineuses, quand on rapporte à la portion, font partie des aliments qui apportent le plus d'antioxydants. Aujourd'hui, on conseille d'en manger au moins 3 fois dans la semaine. Prendre une poignée de noix tous les jours. Voilà, la noix, par exemple, le classique, fait partie des oléagineux les plus antioxydants. La consommation de figues, de dattes et même de pruneaux fait partie aussi des aliments très antioxydants. Le cacao ou le chocolat noir, plus de 70%, et le fait d'utiliser des herbes et des épices. Et au-delà d'apporter ça, il faut penser à la diversité. Si vous couvrez tous vos besoins d'antioxydants par du chocolat, ça ne marchera pas. Il faut vraiment avoir une diversité de polyphénols. Plus vous avez de composés phytochimiques différents, plus vous aurez une efficacité dans le soutien de l'équilibre redox. Donc vraiment très très important d'avoir une diversité. Et pour aussi jouer du côté de la balance, on limite la quantité d'aliments ultra transformés, on optimise ses modes de cuisson. En fait, c'est une façon de réduire les sources de composés néoformés d'AGE, autrement dit de composés alimentaires qui vont venir ajouter une notion de stress oxydatif. Au niveau de la richesse en supplémentation, vous aurez accès au PDF, vous pourrez reprendre les informations importantes pour la couverture des B1, B2, B3, B5, magnésium, zinc, cuivre et fer. On retient quand même, par exemple, la notion des aliments comme la levure alimentaire, levure de bière, les noix, l'intégration de champignons charnus type shiitake, maitake, pleurote, qui sont hyper riches en micronutriments de la mitochondrie, et aussi les produits de la mer. Voilà. Et puis, de manière générale, il y a bien sûr d'autres aliments intéressants. Pour l'équilibre en acides gras, on évite l'excès de saturés. On va optimiser ses apports en oméga 3 pour le fonctionnement de la mitochondrie, donc soit d'origine végétale avec des noix, des bonnes huiles végétales, du poisson gras 2 fois par semaine, plutôt petit poisson, mais aussi en intégrant par exemple l'huile d'olive pour sa teneur en monoinsaturé, mais aussi en polyphénol, donc qui fera partie de notre alimentation antioxydante. Donc du coup, là, ce qu'il faut vraiment visualiser, c'est cette notion d'équilibre en acides gras. On a besoin de toutes ces substances. L'idée de cette diapo, c'est de ne pas du tout diaboliser les acides gras saturés. Au contraire, on redore aujourd'hui leur image. Mais du coup, voilà, on les intègre sans excès, donc en respectant les repères de consommation. Les aliments les plus pourvoyeurs vont rester les produits d'origine animale, viande rouge, surtout grasse, et produits laitiers. Donc si on s'en tient aux repères de consommation, on sait qu'on est bon. Pas plus de 500 grammes de ce type de produit. Et puis les produits laitiers, 2 par jour maximum. Hop, je continue. Partie supplémentation. Du coup, au niveau des cofacteurs directs, quand on veut soutenir, l'idéal, c'est d'aller de suite vers magnésium, zinc et vitamine B, particulièrement B1, B2, B3, B5. L'avantage de ce cocktail, c'est que même sans biologie à l'appui, on est sur des nutriments où on ne risque rien avec une supplémentation à l'aveugle et au contraire, on sait qu'on en a besoin, des choses comme le magnésium et régulièrement des vitamines B. Voilà. Le zinc fait aussi partie des nutriments où si vous vous arrêtez sur une dose physiologique de 10 à 15 mg, il n'y a pas de risque d'excès. Voilà. Donc là, par exemple, dans les produits de la gamme complément, l'essentiel hydro, pour le coup, colle à 100% dans cette
cette dynamique de magnésium, zinc, vitamine B. On retrouve vraiment les micronutriments de la mitochondrie, avec en plus une choix d'actifs comme un magnésium sous forme bisglycinate. Donc voilà, vraiment, vraiment top, des formes de vitamines intéressantes. Et voilà. Le fer et le cuivre, on peut être amené à le supplémenter, mais c'est vraiment à faire plutôt avec une biologie à l'appui. C'est assez connu pour le fer. Il faut plutôt suivre ça aussi pour le cuivre, puisque ces deux micronutriments, voilà, si on en manque, c'est catastrophique, mais si on en a trop, on va justement alimenter la notion de stress oxydatif. Donc, on va agir avec vigilance sur ces nutriments-là. Le Q10. Le Q10, c'est un ingrédient phare de la mitochondrie. Et s'il y a une substance vraiment à mettre en avant sur la mitochondrie, le Q10 en fait partie. C'est une supplémentation qui a l'avantage d'être aussi sans danger en termes de compléments alimentaires. Il y a une précaution d'emploi. Ça améliore la glycémie. Donc, si vous avez affaire à un patient diabétique, il faut le savoir. C'est pas contre-indiqué, mais ça peut amener à un ajustement de traitements médicaux. La toxicité aussi est peu probable, hein, on a testé des très fortes doses. Alors bien sûr, c'est une substance qu'on peut doser biologiquement, c'est encore mieux quand on a un Q10 dosé, hein, ça permet de mieux adapter la dose, de mieux suivre dans la durée. Mais après, effectivement, si vous n'avez pas de biologie à l'appui, ça fait partie des substances que l'on peut, en cure ponctuelle de 3 mois par exemple, donner sans problème. Voilà. Et en plus de ça, l'utilisation du Q10 est quand même associée à un ensemble de pathologies diverses et variées. Alors à chaque fois, on retrouve en fait de manière centrale hein, dans les pathologies que vous retrouvez ici, et ben le rôle de la mitochondrie. Et puis on rappelle aussi que le Q10, donc on a donné son rôle en tant qu'agent qui permet d'avoir une mitochondrie efficace pour la production énergétique. Mais son deuxième grand rôle sur le Q10, c'est la modulation du stress oxydatif. Et ça en fait vraiment du coup un allié très intéressant. Métabolisme énergétique, stress oxydatif. On peut aussi, au niveau fonctionnel, agir. Alors, s'assurer d'une fonction thyroïdienne optimale, je l'ai déjà dit. Je pense que voilà, on va pas pouvoir développer ça dans ce webinaire-là, mais voilà, c'est un thème que vous aurez l'occasion d'écouter bientôt si j'ai suivi l'agenda. Mais en tout cas, soutenir la fonction thyroïdienne fait partie des actions indirectes de soutien de la mitochondrie. Prendre en charge un stress oxydatif, donc le Q10, mais des molécules comme le glutathion ou la vitamine C vont être aussi précieuses dans ce soutien. Et vous avez aussi la mélatonine. Alors la mélatonine, alors bien sûr, on va la conseiller dans un contexte où on en a besoin, où il peut y avoir des décalages de rythme, des problèmes d'endormissement que l'on voudrait soutenir. Mais aujourd'hui, on place cette substance aussi comme un régulateur au niveau mitochondrial. Et notamment quand vous avez une dysfonction mitochondriale qui a été induite par un problème infectieux, par exemple sur un Covid de long. En tout cas, dans ses modulations, dans sa façon d'agir au niveau cellulaire, pas simplement là, voilà, dans son effet sur l'endormissement. Ça va être aussi un régulateur de certains éléments qui, au final, amènent à une homéostasie mitochondriale. Donc, on respecte les modalités de prise, les précautions d'emploi, les contre-indications liées à la mélatonine, mais c'est aussi une substance qui est assez pertinente si on cumule un besoin de mélatonine et une dysfonction mitochondriale. Dernier phytonutriment que je peux aussi vous évoquer, c'est la curcumine. La curcumine, en fait, va être intéressante puisqu'elle va agir sur le côté stress oxydatif, mais ça fait partie aussi des phytonutriments, il y en a d'autres, mais ça fait partie des phytonutriments qui interviennent aussi dans la dynamique mitochondriale. Hop. Donc, j'ai au bout de ma partie, et je vais vous retrouver pour les questions dans tous les cas. Donc, je vais laisser prendre la suite peut-être sur la fin de votre côté. Oui, on t'entend. Je suis vraiment désolée pour les soucis techniques. Je vais vous présenter les compléments alimentaires qui peuvent être adaptés pour renforcer l'énergie de vos patients et notamment le fonctionnement donc, des mitochondries. Donc, la première chose, comme Sarah l'a présenté pendant la présentation, ça va être les cofacteurs donc, pour les mitochondries. La CoQ10 qui va vraiment être la plus importante parce qu'elle fait donc partie de la chaîne respiratoire. Donc, sans elle,
eh bien, on n'aura pas d'ATP, au final, on n'aura pas d'énergie. Elle va permettre de générer de l'énergie. Également, c'est une puissante molécule qui est antioxydante, donc elle va protéger bien sûr les mitochondries du stress oxydatif. Et comme disait Sarah, ce sont des organiques qui sont particulièrement sensibles et fragiles à l'oxydation, donc ça va être tout particulièrement important ici. Comment bien choisir sa CoQ10? Alors, idéalement, il faut trouver une forme qui est organique parce que forcément, l'organisme va mieux la reconnaître, elle sera mieux assimilée. Donc, on peut par exemple se tourner vers des formes qui sont obtenues à partir de fermentation bactérienne, ce qui va permettre donc cette meilleure assimilation. Et comme pour tous les autres compléments là, que je vais vous présenter, il faut toujours privilégier une forme qui est liposomale, tout simplement parce que le fait d'encapsuler les molécules dans ces micro-gouttelettes lipidiques vont permettre une meilleure assimilation au niveau cellulaire. La seconde chose, comme on l'a vu, c'est le magnésium qui participe, qui va être essentiel en tant que cofacteur dans toutes ces réactions qui sont magnésiodépendantes. Au-delà de ça, le magnésium réduit la fatigue et améliore la qualité du sommeil, ce qui est absolument essentiel si on souhaite que nos patients soient en forme ensuite après une bonne nuit de sommeil. Pour bien supplémenter ici toujours, il faut choisir une forme qui est organique. Donc là, on parle des sels qui vont permettre de transporter le magnésium. Pour avoir une meilleure biodisponibilité, il faut se tourner vers des sels comme le bisglycinate, glycérophosphate ou citrate, qui sont des sels organiques, et éviter tout ce qui va être inorganique, comme forcément l'oxyde de magnésium, qu'on connaît plus couramment sous le nom, par exemple, de magnésium marin, mais qui peut provoquer des troubles digestifs chez le patient. Donc, on évite les formes inorganiques. Et on veille au dosage. Donc, quand on regarde le magnésium, on vérifie bien que c'est le dosage en magnésium élément qui figure au niveau de l'étiquette. Et donc, c'est par rapport à ça vraiment qu'on va cibler le besoin du patient. Pas du magnésium plus le transporteur, mais simplement du magnésium élément pour une meilleure efficacité. On a bien sûr toutes les vitamines du groupe B qui vont toutes être essentielles pour la production d'ATP. Elles ont toutes des rôles de cofacteurs à différents moments donc de ces réactions pour la création de l'ATP. Pour se supplémenter, il faut choisir des formes qui sont bioactives, donc où l'organisme n'aura pas besoin de faire des transformations tout simplement pour rendre ces vitamines actives. Donc, par exemple, pour la B12, on pense à la méthylcobalamine, à titre d'exemple. On a ensuite le zinc, qui, pareil, va être essentiel pour cette production d'ATP comme cofacteur. Au-delà de ça, il va renforcer aussi le système immunitaire et un organisme en bonne santé, un organisme qui n'est pas fatigué, c'est également un organisme où l'immunité aussi est à son plus fort, disons. Et donc, il faut choisir toujours des sels qui ont une bonne biodisponibilité, comme pour le magnésium. Donc, ça va être des sels organiques et idéalement associer plusieurs formes, tout simplement parce que selon les différentes formes que vous choisissez, elles vont employer différents canaux pour être assimilées au niveau de l'organisme. Et donc, varier les formes de zinc qui sont employées permet de potentialiser cette assimilation au niveau cellulaire. Alors, pour diminuer ici, pour réguler le stress oxydant, parce que comme on l'a vu, la mitochondrie est sensible à l'oxydation. Alors, on a le glutathion, qui est vraiment une des plus puissantes molécules antioxydantes qu'on peut avoir au niveau de l'organisme, qui va donc protéger la mitochondrie. Ici, bien s'assurer, si on souhaite bien supplémenter son patient, qu'on est sur une forme liposomale pour une bonne assimilation. Et puis, au niveau des dosages, en général, on recommande entre 100 et 200 mg en prise journalière. Et la vitamine C, bien sûr, le classique en antioxydant. Surtout là, à l'arrivée de l'hiver, on voit bien que la consommation de crudités en général des patients diminue un petit peu. Et donc, on a parfois des petites carences en vitamine C, alors qu'elle est essentielle pour réduire la fatigue et protéger aussi nos mitochondries. Toujours ici, choisir une vitamine C qui est liposomale, étant donné que la vitamine C est hydrosoluble, donc on a une moins bonne assimilation, bien sûr, au niveau de la membrane cellulaire qui, comme on le disait au tout départ de cette présentation, est faite de phospholipides. Donc, il faut privilégier une forme plutôt liposoluble, liposomale. Ensuite, ici, simplement pour vous présenter deux actifs qui non pas viennent soutenir l'efficacité, disons, le fonctionnement de la mitochondrie, mais qui viennent plus directement soutenir l'énergie du patient. Donc, c'est le galanga ici et le ginseng qu'on vous présente. Le galanga est souvent, on en parle souvent comme une alternative à la caféine, parce qu'au niveau du ressenti du patient, on sera sur cette sensation de boost, autant sur le plan de l'énergie physique qu'aussi au niveau des fonctions cognitives
du fonctionnement du système nerveux. Ça va par exemple améliorer l'attention et la concentration, et ça, c'est notamment dû au fait que le galanga va diminuer la dégradation de la dopamine au niveau du système nerveux, donc ce qui va renforcer concentration, motivation et énergie chez le patient. Pour bien supplémenter, comme pour tous les extraits de plantes, de toute façon, il faut s'assurer qu'on est sur un extrait qui est standardisé en molécules actives. Ici, c'est les rosavines, où il va falloir faire attention. Et comme on est sur des plantes, idem, on s'assure bien qu'on a toutes les données sur la traçabilité et le sourcing de la plante pour s'assurer qu'au niveau de la culture, il n'y a pas eu d'utilisation de pesticides ou qu'au niveau des procédés d'extraction, pareil, on n'a pas utilisé de solvants qui pourraient laisser des traces, des particules néfastes au niveau de l'actif et venir perturber ici plutôt l'équilibre de l'organisme. Et le ginseng, qui est souvent recommandé aussi aux patients pour la vitalité, pour renforcer l'énergie. Ça va soutenir également, comme pour le galanga, les fonctions cognitives et renforcer le système immunitaire. Et puis comme pour le galanga, ici, on s'assure qu'on est sur un extrait qui est standardisé. C'est les ginsénosides qui sont intéressants pour le ginseng. On a énormément de différents types de ginsénosides, certains plus rares que d'autres. On parle notamment souvent au niveau des études scientifiques des RG3 qui sont particulièrement biodisponibles sans avoir besoin d'être métabolisés ici par le microbiote intestinal. Donc, on essaye de veiller à cette qualité au niveau des extraits. Et puis, la traçabilité, toujours, absence de pesticides et des procédés d'extraction qu'on doit considérer comme clean, c'est-à-dire soit l'utilisation d'un solvant aqueux, de l'eau, ou alors simplement des procédés mécaniques d'extraction. Donc voilà pour les compléments adaptés. Donc on a eu pas mal de questions pendant la présentation de Sarah, et puis on y reviendra dans un instant. On a 15 bonnes minutes ici à la fin de toute façon pour reprendre tout ça. Mais juste rapidement, je voulais vous présenter un petit peu la plateforme Compliment Pro. Et pour ce faire, déjà, vous partagez une vidéo qui, en fait, vous présente comment créer une recommandation depuis la plateforme Compliment Pro. Et ici, c'est en vous présentant des compléments qui sont bien sûr en rapport avec l'énergie. Alors, donc, normalement, tout le monde voit cette vidéo, j'espère. Vous avez accès donc à tout le catalogue produit depuis la plateforme. Vous pouvez utiliser des filtres pour naviguer plus facilement ou tout simplement taper le nom d'un produit pour le rechercher, le sélectionner. Donc, par exemple, le Perfo, c'est ce complément qui va renforcer l'énergie, galanga, ginseng et mangiférine. Vous avez accès, bien sûr, sur les fiches produits à la traçabilité et au sourcing des produits également, et vous pouvez l'ajouter à la cure. Ensuite, vous continuez. Si, par exemple, on a besoin de coenzyme Q10 pour la mitochondrie, vous voyez qu'ici, on est à 100 mg coenzyme Q10 liposomal, on l'ajoute à la cure. On poursuit si, par exemple, on veut ajouter tous ces cofacteurs essentiels, donc les vitamines du groupe B, le zinc, le magnésium et de la spiruline qui vient renforcer la vitalité. Vous pouvez ajouter dans ce cas les essentiels hydro, donc tous ces micronutriments absolument essentiels. Ce que vous pouvez faire aussi au niveau de la plateforme, c'est séparer la cure en plusieurs prises si besoin. Si par exemple, il y a des compléments à prendre le matin et d'autres qui seraient plutôt à prendre le soir. Donc ici, c'est simplement à titre d'exemple, on a scindé en deux, en soit vous pouvez tout mettre au même moment. Et la vitamine C, donc, vous pouvez l'ajouter aussi, c'est une vitamine C liposomale, bien sûr, et on vous demande si vous souhaitez faire le matin ou le soir. Une fois que vous avez créé la cure, vous pouvez donc continuer, et puis après, on va vous demander... Ah non, vous pouvez d'abord augmenter les quantités si nécessaire, ajouter des conseils d'utilisation. Ensuite, les conseils, ils seront en plus donc reçus par votre patient sur son petit livret de route qu'il va recevoir avec sa cure. Donc, tout ça, c'est personnalisable et modulable. Là, c'est un conseil, un message personnalisé que vous pouvez envoyer à votre patient. Il recevra par mail et par SMS et vous choisissez la durée pour cette cure. Une fois que tout est validé, vous vérifiez que tout est en ordre et vous pouvez en un clic, en fait, envoyer la recommandation à votre patient et il va la recevoir, donc comme je le disais, et par SMS et par email. Donc, l'objectif, c'est vraiment de simplifier vos recommandations et le suivi des recos pour votre patient. Pour rappel, le protocole qui était présenté ici, c'était le protocole énergie, où on retrouvait les essentiels, bisglycinate de magnésium, zinc, vitamine du groupe B et spiruline. Donc tout ça pour le bon fonctionnement, bien sûr, de toutes les réactions au sein de la mitochondrie. La CoQ10, pareil, absolument indispensable. La vitamine C
Et le perfo, c'était donc ce complément à base de galanga, de mangue et de ginseng pour réduire la fatigue et booster aussi l'énergie physique de vos patients. Alors, donc, la plateforme que je viens de vous présenter, c'est Compliment Pro. Pour ceux qui ne connaissent pas Compliment Pro, c'est tout simplement un outil qui est dédié aux professionnels de la santé. Donc, c'est une plateforme qui a été créée pour vous et qui est complètement gratuite aujourd'hui et qui a vraiment vocation, en fait, de vous aider à mieux accompagner vos patients dans leur démarche de santé. Donc, tout simplement pour l'explication, cette plateforme, elle a été créée donc après avoir dressé de nombreux constats en discutant avec différents thérapeutes, différents praticiens qui nous ont relevé en fait différents freins qu'ils rencontraient au quotidien lorsqu'ils voulaient faire des recommandations de compléments alimentaires à leurs patients et ensuite aussi des freins de la part des patients lorsqu'ils souhaitaient commander aussi des compléments alimentaires. Donc, on va revenir sur ces différentes choses. Au niveau du thérapeute, déjà, les freins qui ont pu être relevés, c'était que l'expérience de prescription, de recommandation pendant la consultation pouvait être assez complexe parce qu'on avait plusieurs fiches papier, par exemple, de prescription, parce qu'on navigue d'un site à l'autre pour montrer des informations à son patient, parce qu'après, lorsqu'on essaie de choisir aussi les compléments adaptés selon une pathologie ou autre, ce n'est pas toujours facile de savoir quel traitement peut être adapté si on n'a pas toutes les connaissances, s'il y a des interactions entre différents traitements, par exemple, ça aussi, c'était difficile. La seconde chose, c'est le manque d'observance pour le thérapeute, c'est-à-dire comment savoir si le patient a acheté le traitement que vous lui avez recommandé. S'il l'avait acheté, est-ce que c'est le bon produit? Parce qu'on se rend bien compte quand on se retrouve en pharmacie ou autre, il y a plein de formes. Par exemple, si on pense au magnésium, comment savoir si votre patient n'a pas acheté de l'oxyde de magnésium alors que vous auriez souhaité qu'il prenne du bisglycinate? On n'aura bien sûr pas la même efficacité au niveau du traitement. Et ensuite, comment savoir s'il respecte la posologie? Si on est sur des pots de 30, 60, 90 et que le patient prend 2, 3 gélules au lieu d'en prendre une seule par jour, c'est toujours difficile de suivre ça. Et le manque de suivi, justement, comment savoir si son patient a renouvelé sa cure ou non. Le manque de support pour le thérapeute et pour le patient aussi, c'est des choses qui nous ont été remontées par les différents thérapeutes avec qui on avait pu discuter. La seconde chose, si on prend le volet patient, c'est déjà de se dire que 30% des recommandations que vous pouvez faire à vos patients ne vont pas être suivies. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. La première, vraiment celle qui revient le plus, c'est cette expérience d'achat qui est extrêmement compliquée. C'est-à-dire, il faut se rendre en général dans plusieurs magasins, que ce soit des pharmacies, des parapharmacies, sur des sites internet. Il y a vraiment plein de canaux différents. Comment savoir si on achète le bon produit? Parce que pareil, il y a plein de références pour un même produit et parfois des prix qui sont très élevés sans forcément que le patient puisse comprendre pourquoi. L'expérience de prise, donc les formats classiques de compléments alimentaires avec tous ces pots qui traînent souvent dans le fond de la cuisine, des pots de 30, de 60, de 90 gélules, absolument pas pratiques si par exemple on part en vacances ou en week-end. Et on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, si on perd la posologie de son thérapeute, comment savoir exactement le nombre en fait de gélules à prendre par jour? Et puis la dernière chose que nous ont remonté les patients, c'est comme pour les thérapeutes, c'est cette absence de suivi. Entre les différentes consultations qu'il peut avoir avec son thérapeute, à qui s'adresser s'il y a des questions concernant le traitement, s'il y a vraiment des questionnements tout au long du traitement, comment faire tout simplement, vers qui se tourner. Et pas facile de racheter son traitement. Si on retourne par exemple en pharmacie ou en parapharmacie et qu'on n'a plus la référence, on est un petit peu perdu. On se retrouve un peu perdu lorsqu'on est patient. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'on a développé Compliment Pro sur base en fait de 4 leviers pour venir solutionner les différentes problématiques que je viens de vous exposer. Je vais passer un peu dans le détail sur chacune d'entre elles, mais la première chose, c'est d'avoir un large choix, bien sûr, de compléments alimentaires pour répondre à toutes les problématiques de vos patients. C'est de pouvoir recommander et suivre de manière simple le traitement que vous avez conseillé à votre patient. C'est de garantir ensuite l'observance des recommandations pour vos patients et bien sûr d'offrir une expérience qui est absolument facilitée pour le patient, mais aussi pour le thérapeute. Donc, c'est ces 4 vraiment leviers. La première chose, c'est le large choix de produits que vous pouvez avoir sur la plateforme Compliment Pro. Donc, il y a accès à beaucoup plus de 30 compléments alimentaires aujourd'hui et ce catalogue se développe vraiment de jour en jour. On prend toujours vos retours et on essaie de répondre toujours à vos besoins et à ceux de vos patients.
À chaque fois, comme on a pu le voir sur la petite vidéo, vous avez des fiches produits qui sont détaillées avec tous les conseils d'utilisation pour être sûr que le conseil que vous donnez à votre patient soit vraiment optimal. Et puis, vous pouvez naviguer très facilement sur le catalogue avec soit des filtres en fait par pathologie, par problématique, ou alors par allergène, par dosage, par actif. Donc, tout ça, c'est très simplifié. Ensuite, bien sûr, pour faire vos recommandations, comme on l'a vu sur la vidéo, c'est très simple. Vous sélectionnez les produits, vous les ajoutez. Vous pouvez sélectionner un nombre de prix s'il y a des gélules à prendre le matin, d'autres plutôt l'après-midi. Vous ajoutez des conseils que vous avez personnalisés vraiment pour votre patient. Vous définissez la durée des cures. Vous pouvez ajouter vraiment des notes spécifiques que reçoivent vos patients par SMS et par email. Vous pouvez également maintenant même ajouter de la documentation, que ce soit des fiches produits pour expliquer un petit peu plus aux patients pourquoi est-ce que vous lui recommandez ce complément alimentaire, ou même des fiches régime pour l'accompagner toujours au mieux dans sa démarche de santé. Et la dernière chose, c'est que vous pouvez créer aussi des protocoles. Donc, selon vos spécialités, en fait, ce sont des recommandations de compléments alimentaires que vous avez prédéfinies sur votre profil Compliment Pro et qu'ensuite, vous pouvez réutiliser du coup plus rapidement. Le but étant toujours, bien sûr, de gagner du temps. L'amélioration du suivi de patients se fait depuis la plateforme aussi. Vous suivez en fait si la recommandation que vous avez envoyée à votre patient, elle a été achetée, si elle est terminée, donc si elle a besoin d'être renouvelée. Tout ça, c'est visible depuis la plateforme. Pour la renouveler, vous avez simplement à cliquer si vous le souhaitez, et puis ça renvoie la recommandation au patient. Et vous êtes bien sûr notifié dès lors que la recommandation est terminée. Et l'expérience patient, elle est bien meilleure qu'une expérience classique. Comme on le voit ici sur l'image, votre patient reçoit en fait une box avec 30 sachets quotidiens. Et dans chacun de ces sachets, il a vraiment toutes ses gélules pour la journée. Si c'est en 2 prises, il reçoit dans ce cas 2 box pour les différentes prises. Mais au moins, vous vous assurez que la posologie, que les conseils d'utilisation sont respectés, que la posologie sera la bonne. Le renouvellement, il se fait de façon automatique si vous le déterminez sur votre compte, et votre patient reçoit dans ce cas directement chez lui sa box avec ses compléments alimentaires, et tous vos conseils personnalisés sont repris donc sur un livret que reçoit votre patient avec sa cure. Et la dernière chose, c'est aussi en accédant à Compliment Pro, en fait, vous avez également accès à toute une académie, donc la Compliment Academy. C'est un espace tout simplement de formation pour vous en tant que thérapeute, pour vous former sur la gamme Compliment, mais également sur la micronutrition en général. Donc, comme on le présente aujourd'hui, vous avez accès à un webinaire mensuel, et bientôt, vous aurez 2 webinaires par mois même pour vous former sur toutes ces différentes problématiques, toutes les différentes pathologies qu'on peut avoir chez les patients. Vous avez également accès à des ateliers pratiques qui ont pour but de vous former sur les compléments alimentaires, et vous avez donc des conseils, comme je le disais, des fiches produits, des fiches régimes. Tout ça, c'est de la documentation qu'on développe aussi pour vous, que vous pouvez joindre aux recommandations que vous faites à vos patients. L'objectif étant que le patient soit vraiment acteur ici de son traitement et que vous puissiez l'accompagner au mieux. Donc voilà, donc cette plateforme, je le répète, elle est vraiment entièrement gratuite. Elle a séduit déjà un certain nombre de thérapeutes avec qui on travaille main dans la main pour la faire évoluer, pour qu'elle réponde toujours plus à vos besoins, pour qu'au niveau du catalogue produit, ce catalogue se développe pour répondre à tous vos besoins. Les retours qu'on en a, c'est tout simplement cette facilité, comme on l'a vu sur la vidéo au niveau de l'utilisation. C'est extrêmement intuitif comme plateforme. Et l'autre chose, et c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est toujours d'augmenter l'adhésion thérapeutique au niveau du traitement du patient. C'est faire en sorte que cette observance soit facilitée pour vos patients et que le suivi soit vraiment optimal. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez un intérêt au niveau de cette plateforme Compliment Pro, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Donc, on vous envoie, là, je vois que Laure vous envoie tous ces liens au niveau du chat. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous, c'est avec plaisir qu'on fera une petite visio avec vous d'une 20aine de minutes pour comprendre vos besoins et vous présenter cette plateforme. Et ensuite, il y a également des formations, bien sûr, sur la gamme, des formations qui sont individuelles pour que vraiment vous soyez à l'aise avec l'outil et tous les compléments alimentaires. Donc, n'hésitez surtout pas. Et rapidement, avant de passer aux questions-réponses, nos prochains webinaires qui arrivent. Le prochain, ça sera le 20 octobre sur la dépression et le microbiote avec un axe de la psychonutrition. Et ça sera le docteur Guillaume Font qui viendra nous présenter cette thématique.
Ensuite, on a le docteur Benoît Chassin qui revient nous faire un webinaire sur le microbiote intestinal, vraiment au cœur de l'immunité de vos patients. Et enfin, on a Véronique Liès qui viendra nous parler un peu du SOPK et de l'insulinorésistance, donc l'impact des hormones, hein, tout simplement, sur le métabolisme des patients. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés et on va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vois qu'il y en a eu plusieurs. Sarah, je vous laisse rallumer votre micro. Je pense que vous allez pouvoir nous aider un petit peu par rapport à toutes ces questions. Allez, c'est parti. Alors, je remets mon micro. Alors, j'ai l'impression qu'il y a encore un écho quand je mets mon micro. Sarah, est-ce que vous avez accès, vous, de votre côté, à toutes les questions? Oui, j'ai les questions. Bah, je vais vous laisser en cas y répondre si ça ne vous embête pas, sinon j'ai l'impression que ça va interférer. Ok, ça marche. Alors du coup, si je prends la première question, je pense que je suis dans l'ordre. C'était mitochondrie et corps cétonique. Peut-on se passer des glucides? Alors du coup, la question c'est non, on ne peut pas se passer de glucides. Alors à tel point que si vous n'en mangez pas, c'est votre corps qui va synthétiser le glucose pour aller alimenter certaines cellules. Voilà. Donc effectivement, quand on est en régime cétogène, il y a une adaptation. Vous ne mangez pas de glucides dans votre alimentation et du coup, vous allez physiologiquement synthétiser du glucose puisqu'il y a des cellules voilà, qui préféreront toujours utiliser du glucose. Voilà. Donc, on peut s'adapter quand on n'a pas de glucides dans l'alimentation. Après, est-ce que c'est la meilleure façon de faire fonctionner nos mitochondries? Voilà, là, le débat est ouvert. Alors, si je continue la suivante, dans le diaporama alimentaire, je parle de figues de date plutôt fraîches ou sèches. Alors, c'est dans les sèches qu'on a la plus forte concentration, mais c'est assez logique. Dès qu'on est sur un aliment séché, en tout cas sur les fruits, il y a une concentration des actifs. Donc en poids final, il va y en avoir plus dans les figues sèches. Mais après, voilà, il y aura des antioxydants à la fois dans le frais et dans le sec. Les deux conviennent tout à fait. La question suivante, dans la fibromyalgie, y a-t-il un déséquilibre mitochondrial? La réponse est oui. C'est même systématique, c'est un point central de la prise en charge des patients qui souffrent de fibromyalgie. Donc oui, plus. Hein. C'est même, voilà, fibromyalgie égale, je dois absolument m'intéresser à la mitochondrie. Il y aura bien sûr d'autres choses à côté, mais voilà, mitochondrie fondamentale dans cette pathologie-là. Quel examen clinique nous permette de déterminer un problème venant de la mitochondrie? Alors, c'est par la clinique, il y a quelques petits éléments qui peuvent quand même vous orienter. Après, bien sûr, la biologie va faire, va bien sûr préciser les choses, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on peut tilter. Alors, il y a la notion, par exemple, du fameux syndrome de fatigue chronique. Donc, j'ai une fatigue qui est supérieure à 6 mois et cette notion de je fais un effort, je me sens mais vraiment hyper mal après. Voilà, ça doit tilter de suite. On a dit la fibromyalgie juste avant, ça doit tilter de suite. Je tombe malade et j'ai une fatigue qui est persistante après un épisode infectieux. Ça, c'est pareil, vous devez penser mitochondrie. Alors, j'ai évoqué le Covid, mais ça peut être aussi, si vous avez fait une mononucléose, un herpès, même une candidose, voilà. Donc, fatigue post-infectieuse, mais persistante. Il y a les maladies chroniques. Donc, je les avais évoquées un petit peu dans le module, mais s'il y a par exemple un diabète de type 2, une athérosclérose, une pathologie neurodégénérative ou neurovasculaire, la migraine par exemple, voilà, l'auto-immunité. Ça, c'est vraiment quand même un groupe de pathologies où il faut assez rapidement se poser la question. Et après, dans le côté un petit peu plus clinique, alors soit vous cumulez ces symptômes ou soit vous en avez un ou deux, voilà. En tout cas, s'il y a personne qui cumule les symptômes de déficit en GABA, quelqu'un qui a des troubles biliaires, quelqu'un qui va avoir aussi, par exemple, des symptômes de déficit en androgène. Ça, c'est typiquement aussi des éléments dans votre clinique qui doivent vous faire penser à la mitochondrie. Voilà, donc un peu plus d'éléments sur la partie clinique spécifique à la mitochondrie. Alors, je continue. Supplémentation pour le magnésium, zinc et les vitamines. Les cures doivent durer combien de temps? Possible sur plusieurs mois avec des fenêtres thérapeutiques. Alors, moi, dans ma pratique, je fais toujours de la fenêtre thérapeutique.
Je vais donner même une supplémentation de lundi à vendredi et je fais pause le week-end. Je fonctionne pour ça, pour à peu près tous mes protocoles. Ça permet toujours pareil de sécuriser, de faire une pause, d'avoir 2 jours aussi où l'organisme apprend à puiser où il faut. Donc voilà, fenêtre éventuellement de 2 jours par semaine. Mais après, chacun travaille comme il veut. Je sais qu'il y en a qui font une semaine de pause par mois ou qui font 3 mois et qui attendent après 1 mois de pause. On peut toujours travailler comme ça. Au niveau des cures, alors c'est vrai que généralement, là pour le coup, c'est assez. Alors, c'est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que, par exemple, on prend le cas du magnésium. Le magnésium, on est censé l'apporter par l'alimentation. Si vous faites un travail sur l'alimentation et que vous savez que vous atteignez les apports optimums en magnésium, j'ai envie de dire, on fait une cure vraiment très ponctuelle, par exemple d'1 mois. Mais après, si c'est une déficience qui est présente à l'année, le magnésium, on va être amené à en prendre un petit peu tout le temps. Voilà. Alors après, on va peut-être pas prendre toujours 100% des RNP de magnésium, mais on peut ajuster une prise intermédiaire à 30-50% de la RNP et le prendre vraiment très régulièrement à l'année parce que on fait pas de stock. Donc voilà, c'est soit mon assiette apporte, si c'est pas le cas, ma supplémentation, c'est mon relais, c'est ma branche, voilà, qui prend la suite. Donc en fonction de ça, on en a besoin toute l'année après. Voilà. Le zinc, bah, c'est pareil. Alors après, si vous utilisez la biologie, ça peut vous permettre de préciser votre supplémentation, de pouvoir effectivement faire des pauses. Voilà. Et les vitamines B, alors les vitamines B, c'est pareil. Voilà, soit je choisis d'en amener un peu régulièrement toute l'année, ou je fais des cures un petit peu régulières. Mais en tout cas, pour ces nutriments-là, magnésium, zinc, vitamines, je répète que le risque de surdosage, même à l'aveugle, est vraiment rare, voilà, c'est très très sécuritaire. Je dois en avoir tous les jours, donc c'est soit mon assiette, soit ma supplémentation. Donc après, je choisis de faire voilà, soit une cure ponctuelle, ou sinon, bah, je l'étale dans la durée, puisque on en a besoin tout le temps. Alors, comment connaître la biodisponibilité de vos compléments? Ça, je laisserai peut-être Laure. Tout le monde m'entend? Alors au niveau de la biodisponibilité, de toute façon, nous, pour tous les minéraux, on n'emploie que les formes les plus biodisponibles des minéraux pour assurer bien sûr une efficacité au niveau des compléments alimentaires. Donc par exemple, le magnésium, ça sera du citrate, du bisglycinate. Le zinc, ça sera du citrate, du zinc L-monométhionine. Donc de toute façon, toutes ces informations vous sont données sur les fiches produits sur la plateforme Compliment Pro. Donc n'hésitez pas à aller regarder de toute façon le catalogue. Alors ensuite, comment savoir donc si l'on manque de coenzyme Q10 analyse? La réponse est oui. Voilà, le Q10 se mesure biologiquement au niveau du sang et c'est une façon effectivement de voir si on manque spécifiquement de cette substance. La biologie va peut-être voilà, vous permettre d'être sûr qu'il y a un dysfonctionnement mitochondrial. Si la Q10 est basse, pas possible que votre mitochondrie fonctionne correctement. Donc voilà, le Q10 par analyse, ça permet encore une fois d'être plus précis après dans la manière d'intervenir en supplémentation et dans la durée de prise. Du coup, ça j'ai répondu. Vous avez dit que la Q10 impacte la glycémie. Merci d'expliquer s'il vous plaît. Alors tout simplement en fait, si vous manquiez, imaginons de Q10, vous amenez de la Q10. En fait, la façon dont le glucose va être utilisé au niveau cellulaire va être améliorée. Vous allez avoir plus de glucose qui passe dans la cellule et plus de glucose qui seront utilisés dans la mitochondrie. Et du coup, dans ce contexte-là, vous allez avoir une amélioration en fait de la glycémie. Donc c'est pas un phénomène, on va dire, fonctionnel, mais voilà, si par exemple vous aviez déjà un taux optimal de Q10, en rajouter va pas vous mettre en hypo, par exemple. Voilà, c'est plutôt dans un contexte. Et comme le diabète est un contexte où le Q10 est souvent en descente, voilà, réaméliorer le Q10 fait que, voilà, en améliorant la façon dont on utilise le glucose, et bien forcément, on peut être amené à un phénomène d'hypoglycémie s'il y a une médication qui du coup est trop dosée. Donc voilà. Comment se supplémenter en glutathion les personnes fatiguées sans pathologie et avec pathologie, notamment le diabète de type 2? Alors, le glutathion n'est pas spécifique pour le coup sur la fatigue, contrairement à ce qu'on a pu dire par exemple sur le Q10. Le glutathion, c'est vraiment un rôle en lien avec sa régulation sur le stress oxydatif. Donc c'est assez difficile voilà, dans cette indication-là d'avérer
faut absolument prendre du glutathion. C'est plutôt vraiment l'indication stress oxydatif ou soutien de certaines réactions aussi au niveau du foie. Dans tous les cas, après, le glutathion, généralement, on va l'utiliser en cure, par exemple de 3 mois, on fait une prise. Le glutathion, on va plutôt l'utiliser le matin à jeun. Voilà, on fait attention à le prendre en tout cas un petit peu à distance du repas. Voilà. Et sur les doses, on va être sur du 300 à 500 mg par jour. Et après, on ne fait pas forcément de distinction s'il y a une pathologie ou pas. J'ai envie de dire plutôt, si vous avez une biologie avec le glutathion, là, vous allez faire une différence dans la dose que vous allez donner. Pour le Galanda et le ginseng candidé des racines, bon, ça, c'est pareil, c'est plus peut-être l'or, mais peut-être. Oui, alors au niveau du Galanga et du ginseng, donc à nouveau, hein, vous aurez toutes ces informations sur la plateforme Complément Pro. Pour le Galanga, vous êtes à 150 mg d'extrait sec, donc de rhizome. Et pour le ginseng, vous êtes à 25 mg par gélule. Après, à savoir que c'est un ginseng qui, pour le coup, a une excellente concentration en ginsénosides et notamment des ginsénosides assez rares, hein, comme je le disais pendant la présentation. Donc, vous avez plus de 5 mg ici de ginsénoside pour 25 mg d'extrait sec de ginseng. Donc, voilà pour les quantités en tout cas. Sarah, vous pouvez prendre la parole pour la question. Alors, après, bonjour Clara. Le conseilles-tu le PQQ? Alors, oui, tout à fait. Ça fait partie des nutriments intéressants de la mitochondrie. Je n'ai pas évoqué tous les nutriments. Il faut faire un choix quand on a 30 minutes. Mais le PQQ fait partie effectivement des substances aujourd'hui hyper intéressantes. Alors, pour le situer, lui, il va agir au niveau de la chaîne respiratoire de la mitochondrie sur le cytochrome C. Si vous reprenez le schéma, vous le retrouverez, le cytochrome C. Et il a aussi un impact dans la biogénèse mitochondriale. Donc, il a aussi un effet stimulant du renouvellement des mitochondries. Donc, oui, très, très actif, effectivement. Alors, quelle supplémentation à prescrire face à une faible mobilité des spermatozoïdes, posologie durée? Je ne peux pas répondre spécifiquement à cette durée parce qu'il n'y a pas de protocole spécifique faible motilité des spermatozoïdes. C'est patient dépendant. Il va falloir investiguer sur le pourquoi. Donc, effectivement, la Q10, on l'a évoqué, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un tas d'autres micronutriments. Il y a des interventions en santé environnementale. Donc, pour le coup, c'est vraiment patient dépendant. Il n'y a pas de protocole pour cette indication-là. Tout près. Si on veut faire un travail en tout cas, vraiment personnalisé. La question suivante. Pour l'ubiquinone, quelle est la dose à donner pour un patient sous statine et pour un sportif? Alors là aussi, c'est un petit peu patient dépendant parce que donc, la Q10, on la synthétise en grande partie. Cette capacité de synthèse, elle est effectivement réduite quand il y a la molécule, enfin une des molécules des statines, puis ça va réduire l'HMG coréductase qui synthétise le cholestérol, mais aussi fait partie de la voie qui permettra de synthétiser le Q10. Mais en fait, à côté, il y a aussi une voie parallèle de synthèse du Q10 à partir de la tyrosine. Et en fait, c'est difficile d'évaluer à quel niveau, finalement, le patient va essayer de gérer un petit peu son déficit. Donc, si on n'a pas d'informations biologiques, on peut passer sur de l'entretien, en général, sur des doses de 50 mg. Voilà, si le patient n'en avait jamais pris, il ne faut pas hésiter à monter à 100 ou 200 sur une cure, on va dire, d'attaque, par exemple, sur 2 mois et 50 mg pour de l'entretien. Mais là, le mieux, si on veut bien agir, c'est pour le coup intervenir avec une biologie pour vraiment avoir une idée du niveau de départ, refaire la biologie à 3-4 mois à peu près pour voir finalement quelle est la dose d'entretien du patient. Et en faisant comme ça, on se rend compte qu'il n'y a pas de protocole, quoi. C'est vraiment, encore une fois, patient dépendant. En tout cas, sur de l'entretien, on peut être sur des plus petites doses. Et pour le sportif, c'est pareil, parce qu'en fait, ça va dépendre un petit peu de son âge, du stress oxydatif présent ou pas, et de l'activité aussi qu'il va faire. Donc, quand on fait, encore une fois, à l'aveugle, pas du tout de problème pour être entre 100 et 200 mg. Voilà. Après, dès qu'on est sur des doses qui vont être dans la durée, l'outil biologie est quand même vraiment intéressant. Mais après, comme on a dit, voilà, le Q10, pour le coup, est intéressant dans la pratique, en tout cas, du sport. Et on fait attention, voilà, âge, activité, symptômes généraux, stress oxydatif.
Est-ce que Compliment Pro est disponible pour des patients en Suisse et en France? Alors oui, Compliment Pro est disponible en Belgique, bien sûr, mais en France et en Suisse également. Donc, pour tous vos patients en France et en Suisse, bien sûr. Je me permets de garder la parole. On a dépassé un peu déjà de 15 minutes, donc je vais répondre encore à 2 petites questions et après, je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Après, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est vous envoyer les questions en rapport avec la mitochondrie et la présentation de Sarah et éventuellement, vous pourriez y répondre et comme ça, après, on pourrait les partager aux participants qui avaient encore des petites questions. Donc, pour répondre à quelques petites questions là qui arrivent, donc comment assurer qu'il n'y a pas d'interaction entre les différentes gélules? Donc, nous, on fait tout un travail, bien sûr, de veille scientifique sur les différents actifs, sur les contre-indications et sur les interactions médicamenteuses qu'il peut y avoir avec les compléments qu'on présente sur la plateforme. Donc, c'est ce qu'on vous met sur les conseils d'utilisation. Après, si vous avez des doutes ou des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter et puis nous, on vous répond au meilleur de nos habilités, disons. Et comment est-ce qu'on choisit nos actifs? Tout simplement, on choisit nos actifs pour leur concentration en molécules actives, pour la qualité du sourcing. On met un point d'honneur sur la traçabilité du produit. Donc, c'est surtout comme ça qu'on va choisir nos actifs et bien sûr par rapport aux études cliniques propriétaires qu'il peut y avoir sur ces différents actifs. Donc, on utilise des actifs qui sont bien sûr soutenus par la littérature. Et est-ce que ce sont uniquement nos compléments qui sont proposés sur la plateforme? Alors non, on a toute une gamme Symbiose, donc qui est une gamme compléments que je me ferai un plaisir de vous présenter si vous le souhaitez faire une présentation de gamme. Mais après, on est également ouvert à d'autres laboratoires. Donc, on travaille par exemple avec Equinitri, Lepivit, Nutrissentiel, Gigamed. Et depuis la semaine dernière, on a également les produits de BeLife qui sont sur la plateforme Compliment Pro. Donc, nous, on a d'autres laboratoires également qui proposent leurs produits sur notre plateforme. Donc, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais je pense que, comme je vous le disais, s'il y a des questions auxquelles Sarah peut répondre après, on vous enverra tout ça par mail. À nouveau, je suis navrée pour les soucis techniques. Ce sont des choses qui arrivent. J'espère que quand même tout le monde a bien réussi à suivre. En tout cas, merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. De votre côté, c'était quand même extrêmement clair. Et on n'a pas eu de soucis. Merci aussi, hein. C'était un plaisir. Et merci à vous tous d'avoir participé. Vous avez été encore très nombreux aujourd'hui avec nous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Donc, c'est le 20 octobre. Très bel après-midi à vous. Merci encore, Sarah. Et au revoir.